Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, RTI, bonjour pour ce deuxième podcast sur les relations économiques, commerciales entre la Chine et l'Europe, liées au dernier sommet commercial de fin juillet à Pékin. Donc on a dans le premier podcast, on a expliqué un peu la situation de ce sommet qui devait se tenir à Bruxelles et finalement a été délocalisé à Pékin pour avoir la chance de rencontrer peut-être Xi Jinping. On a dit que aujourd'hui l'Europe se situe face à la Chine et en même temps face à la pression américaine des États-Unis. L'Europe est vraiment prise entre le double marteau et l'enclume. Je veux dire, soit le marteau des États-Unis, l'enclume de la Chine, et elle, c'est le petit clou au milieu, et c'est extrêmement difficile pour elle de s'en sortir. Comme on l'a dit la dernière fois, d'un côté, les États-Unis sanctionnent l'Europe parce qu'elle est un excédent commercial. De l'autre, l'Europe est sanctionnée parce que la Chine a un excédent commercial qu'elle ne veut pas rééquilibrer. Et donc on a dit il y a plusieurs points de friction entre la Chine et l'Europe, l'alignement chinois envers la Russie, les limitations de l'exportation des terres rares, le problème du matériel médical, tout ça c'est ce dont on a parlé la dernière fois. Aujourd'hui on va développer et parler de ce dernier point de friction récurrent qui est celui des surcapacités. Ce qu'on appelle les surcapacités, alors c'est quoi ? C'est le fait que l'Europe se trouve submergée par tout un ensemble de produits qui en fait sont produits en masse et un peu à perte en Chine et qui se déversent sur le marché européen à prix coûtant. Donc début juillet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait accusé au Parlement européen Pékin d'opérer en dehors des règles internationales et d'inonder les marchés mondiaux de, donc je cite, surcapacité subventionnée non seulement pour stimuler ses propres industries, mais aussi pour étouffer la concurrence internationale. Donc c'est ça qu'on appelle surcapacité, c'est-à-dire le fait que la Chine subventionne ses entreprises pour produire dans une masse, avec une masse telle, parce qu'elle peut, du point de vue de l'espace, du point de vue de la démographie, la Chine a pour elle la quantité, et donc cette quantité permet de baisser les prix, et donc permet de tuer toute concurrence. On l'a vu notamment pour les panneaux solaires, on est en train de le voir avec les voitures électriques. Et c'est sur ça que l'Europe veut agir. Alors c'est une critique en fait qui est assez récurrente au niveau de l'Union. Et la Chine a aussi un argumentaire tout prêt. Et aujourd'hui, si on veut, l'argumentaire classique de la Chine, c'est de dire qu'en fait, il n'y a pas de surcapacité, il y a des grandes capacités. Donc ça, c'est un peu le terme tricky, un peu la facilité de langage, ou on va dire les éléments de langage chinois. Il n'y a pas de surcapacité, il y a juste des grandes capacités. Et même aujourd'hui, dans certaines publications, etc. en Chine, voilà, on dit que la notion de surcapacité, en fait, c'est néocolonial. C'est l'Europe qui veut empêcher la Chine de produire. Si c'est le cas, apparemment, ça réussit pas trop. Donc, et en fait, la Chine n'a pas de surcapacité. C'est juste qu'elle a de grandes capacités, mais c'est normal. Elle est grande. Donc, c'est l'ampleur de son marché qui fait, et aussi la qualité. Sa qualité, son avance technologique qui fait que ses produits sont meilleurs et à moindre prix, c'est pas de sa faute, c'est la faute des Européens. Ça, c'est en fait la réponse de Pékin. Si on inonde votre marché, c'est simplement qu'on fait mieux, plus vite, plus grand que vous. Donc c'est ça en fait. Selon le narratif officiel chinois, les prix bas chinois ils s'expliquent par l'avancée technologique de la Chine et un marché intérieur très concurrentiel. Mais donc ça c'est ce qu'on peut entendre, c'est ce qu'on peut non seulement en Chine mais aussi par d'autres
par tous ceux qui vont reprendre l'argumentaire chinois, c'est ce qu'on peut entendre. Mais en réalité, cette explication, ça permet pas tout à fait de dénier la réalité du problème. Car le fait que le marché chinois soit hyper concurrentiel, en réalité, c'est aussi un problème pour la Chine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien une surcapacité chinoise, qui est aussi une surcapacité interne et qui déborde à l'extérieur. Ça veut dire quoi, une surcapacité interne? Ça veut dire qu'on est dans un marché hyper concurrentiel qui produit en fait une déflation, c'est-à-dire qui produit une compression des prix, qui va elle-même agir sur les salaires et qui va créer en fait un marché déprimé avec un certain nombre d'entreprises qui doivent être portées par l'État ou portées par des banques avec toute une part de shadow banking et dont la seule manière de survivre, en fait, c'est l'export. Et on se retrouve avec cette situation-là. Donc, il y a bien un véritable problème qui est à l'origine de ça, et c'est pas simplement juste un problème de grande capacité. Il y a quelque chose aussi qui est structurel et qui est lié à l'économie chinoise et qui est d'autant plus difficile à changer. Et donc, voilà, comme un exemple de cette mauvaise foi, mais bon, de cette parole rituelle, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ma Huning, il déclarait le 9 juillet que la surcapacité ne devait pas être mesurée uniquement par la production ou les exportations, sinon les avions Airbus et les automobiles allemandes ne devraient-ils pas également être comptabilisés pour surcapacité? Alors évidemment, c'est de mauvaise foi, parce que là, dans ce discours-là, il dit, ce que vous appelez surcapacité, c'est juste des exportations. Non. On peut pas dire que les avions Airbus sont en surcapacité. Il y a un calendrier extrêmement tendu et c'est dur d'arriver à produire le nombre demandé. C'est pas comme si on produisait au-delà de la demande. Donc c'est ça la surcapacité. La surcapacité, c'est que on a une offre qui peut en fait excéder tellement la demande que en fait l'offre d'une certaine manière est tellement pléthorique que toute offre concurrente ne peut pas tenir. Donc c'est pas du tout le cas des avions Airbus. Même les automobiles allemandes, c'est pas le cas non plus. Donc évidemment, c'est une analogie complètement fausse, complètement biaisée, mais c'est normal. C'est comme ça, puisque très difficile de reconnaître sa propre erreur ou sa propre limite ou son propre défaut quand on fait partie de l'entité du pouvoir du gouvernement de la République populaire chinoise. Pourquoi? Donc c'est comme on l'a dit, la surcapacité, c'est pas simplement le succès à l'exportation. Ça se mesure dans la différence entre le marché intérieur et le marché extérieur. Construire pour exporter, et exporter ce qui ne peut plus se vendre dans le pays du fait d'une masse excessive de produits de qualité équivalente, c'est deux choses différentes. Donc c'est d'un côté, je construis pour exporter, de l'autre, j'exporte parce qu'en fait, il n'y a plus en fait la place pour mes produits dans le pays même du fait d'une masse excessive, et ça fait partie d'une stratégie pour écraser la concurrence externe. Ok. Donc ça, c'est des points de concurrence, des points de friction circonstanciels, mais en fait, ça masque surtout une asymétrie structurelle. Et là, il faut donner un peu les chiffres. Alors, en termes de taille économique, l'Union européenne et la Chine sont respectivement les deuxième et troisième économies mondiales, qui représentent ensemble un tiers de l'économie mondiale, 34,5%. Donc c'est quelque chose d'important. L'Union européenne est une vraie force, normalement, du point de vue économique, même si elle n'arrive pas à se faire entendre ni par la Chine, ni par les États-Unis. Quand elle va en Chine, Ursula von der Leyen doit prendre un bus officiel. Elle n'est même pas accueillie directement par Xi Jinping. Quand elle veut voir Trump, au moins, il se déplace, mais il se déplace dans une salle de golf, donc dans un grand hôtel d'un complexe de golf. Donc dans les deux cas, on est en fait dans des stratégies de négation de la puissance européenne. Alors là, d'ailleurs, une parenthèse, ça ne veut pas dire que l'Europe est faible. Ça veut dire que les concurrents de l'Europe font tout pour que l'Europe soit faible. C'est pas, il y en a qui disent, il faut changer Ursula von der Leyen, peut-être. Il y en a qui disent, les dirigeants européens sont nuls, ok, peut-être. Mais en réalité, si les dirigeants chinois ou américains agissent cela, c'est justement, c'est pas parce que l'Europe est forcément faible, c'est parce qu'ils veulent la rendre faible. Et ça, c'est très clair. Pour la Chine, la meilleure manière d'avoir un pouvoir sur quelqu'un, c'est de pas lui reconnaître le pouvoir qu'elle a, elle. Donc la Chine peut accueillir en grande pompe
un dirigeant d'un petit pays et ne pas du tout accueillir la première puissance économique mondiale, à savoir l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que il s'agit pas de lui donner de l'importance. Il s'agit au contraire de la baisser pour la faire venir à soi et se rendre désirable. Et en fait, plus on accueille à grand ouvert, plus ça veut dire en fait qu'on est dans une position inférieure. D'une certaine manière, c'est un peu ça la stratégie. C'est que d'ailleurs ne comprennent pas forcément ceux qui se rendent en Chine, sont très contents d'avoir un accueil impérial ou royal. Ok. Donc revenons sur ces chiffres. La Chine et l'Union européenne sont respectivement les premiers et deuxièmes partenaires commerciaux mondiaux pour les échanges de biens, représentant ensemble près de 30% du total des échanges mondiaux de biens. En termes d'échanges de services, la Chine et l'Europe représentent conjointement plus de 30% du total mondial du commerce des services. Donc on est vraiment à un tiers du commerce mondial, que ce soit services ou biens. Mais les bénéfices que les deux parties en tirent sont très différents. La balance commerciale des échanges avec l'Union européenne a été constamment en faveur de la Chine. En 2023, les exportations de l'UE vers la Chine se sont élevées à 223 milliards d'euros, tandis que les exportations de l'UE en provenance de la Chine se sont élevées à 515 milliards d'euros. Donc on voit le différentiel, hein. C'est-à-dire qu'en 2024, le déficit commercial s'élève à 305 milliards d'euros. 305 milliards d'euros de déficit commercial. Et cette situation d'ailleurs n'est pas spécifique à l'Europe, elle vaut aussi pour les États-Unis. En 2024, les exportations vers les États-Unis et l'Union européenne représentaient 29% des exportations chinoises, tandis que les importations en provenance des États-Unis et de l'Union européenne vers la Chine ne représentaient que 16,7%. Donc 29% d'un côté, 16% de l'autre. Donc les États-Unis comme l'Union européenne sont en fait en situation de déficit commercial structurel avec la Chine. Et ce qui est aussi intéressant, et ça c'est vraiment c'est des chiffres qu'il faut bien comprendre et bien analyser et déjà connaître, alors que les États-Unis et la Chine ne représentaient que 23% du commerce total, alors que les États-Unis et l'Europe ne représentaient que 23,9% du commerce total de la Chine en 2024, ils représentaient 61% de l'excédent commercial total de la Chine. Okay. Donc je répète, les États-Unis et l'Europe, c'est 24% du commerce total, de la Chine, en termes de biens, de services, etc. Mais c'est 61% de l'excédent commercial. Autrement dit, dans ces deux pays, la Chine tire 61% de son excédent commercial, alors même que c'est que 23% du commerce. C'est-à-dire que la Chine tire de ces deux pays presque 3 fois plus, en fait, c'est-à-dire qu'elle est en position de force, en position de bénéfice commercial, extrêmement forte. C'est-à-dire que 61% de son commerce, de son excédent total, vient de ces deux pays, qui d'une certaine manière, nourrissent la Chine, financent la Chine, servent la Chine, du point de vue commercial. Et là, on a évidemment une situation qui est chronique et structurelle. Et ce qui serait raisonnable, c'est quoi ? Ça serait que les États-Unis et l'Union européenne s'entendent. En fait, que les États-Unis et l'Union européenne se mettent d'accord. Parce que leur véritable rival systémique, c'est qui ? C'est la Chine. Or, au lieu d'agir ensemble, qu'est-ce qui se passe ? C'est le contraire. Avec Trump, parce que Trump veut, on l'a dit la dernière fois, il veut monnayer le fait que les alliés soient dans une dépendance stratégique et militaire envers les États-Unis. Il veut le monnayer ça en faisant payer aux alliés des taxes douanières extrêmement fortes. Et les États-Unis veulent en fait rediriger les échanges commerciaux autour des États-Unis et principalement en se focalisant d'abord sur les alliés. Et en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est que les États-Unis et l'Europe s'unissent ensemble face à la Chine, mais au lieu de ça, les États-Unis, parce qu'ils veulent la prééminence, parce que Trump il a donné des avantages fiscaux extraordinaires aux plus riches de son pays, donc il se sert en fait des taxes douanières pour récupérer à travers les tarifs douaniers l'argent qu'il a donné aux riches de cet autre côté. Et donc ici, l'Europe se trouve dans une impasse, alors qu'en réalité, une bonne gouvernance, ce serait que l'Union européenne et les États-Unis, ensemble, essayent de résoudre ce problème des 61% d'excédent commercial que la Chine tire d'eux.
Voilà. Et donc c'est pour ces raisons en fait que quand l'Union européenne se va à Pékin, la Chine n'a pas intérêt de vraiment modifier une situation qui est son avantage. C'est pour ça que ça donne pas grand-chose et que l'Union européenne fait face à la Chine et fait face aux États-Unis, à deux rivaux systémiques dont les prétentions géopolitiques et économiques sont de plus en plus en porte-à-faux avec le projet européen. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.